Bonjour à toutes. Donc je dis pas tous. on va jouer le jeu. Je vous propose une intervention d'une vingtaine de minutes sur ce que je qualifie des zones d'ombre du CV, avec une petite particularité parce qu'on a dit beaucoup de choses sur le CV, beaucoup. Moi, je vous propose d'y entrer d'une manière différente. C'est-à-dire ne pas s'attacher à ce qui est dans la lumière pour continuer cette métaphore, mais plutôt ce qui est dans l'ombre. C'est-à-dire ce qu'on a du mal à dire, ce qu'on a du mal à écrire dans le CV, et cette limite que l'on peut poser des fois entre j'ai envie que mon futur employeur sache un certain nombre de choses, et j'ai pas envie de lui dire un certain nombre de choses. Donc cette question, elle est intéressante. Donc c'est la proposition que je vous fais pendant une vingtaine de minutes, et puis une dizaine de minutes d'échange où on pourra discuter un petit peu et dialoguer autour de cette question. Je me présente, donc je m'appelle Bernard Rochereau, je suis accompagnant bénévole au sein de l'association Un par un emploi. J'ai une vingtaine d'années dans la fonction publique et une quinzaine dans le privé. Ma dernière fonction dans la fonction publique, c'était recruteur pour des services publics territoriaux. Donc j'ai recruté tout type de métier, on va dire. Donc j'ai vu beaucoup de CV passer. C'est quelque chose que je connais bien. Et c'est pour ça que je vous propose cette approche un peu particulière sur le CV, qui n'est pas une approche, on va dire, très didactique, telle que vous pouvez le connaître quand vous avez des conseillers qui vous expliquent ce qu'il faut faire et pas faire. Moi, je ne veux pas vous l'aborder comme ça, je vais vous l'aborder par ce que vous ne voulez pas dire. Voilà, donc c'est un petit peu une approche différente. Comment on pourrait définir les zones d'ombre ? Les zones d'ombre, en fait, ayez ça en tête, c'est une phrase très simple. C'est ce sur quoi je n'ai pas envie d'être interrogé. Vous voyez, donc on peut mettre ça à différents niveaux. Donc ça peut être effectivement quelque chose que je n'ai pas envie de dire à l'employeur, ça peut être quelque chose que j'ai envie d'effacer de ma carrière, ça peut être un certain nombre de points, par exemple, plus ou moins intéressants que je n'ai pas envie de voir dans mon CV. Par exemple, un diplôme que je n'ai pas eu. J'ai suivi les cours, mais j'ai pas eu. Mais on le met quand même. Ça peut être ça, la zone d'ombre. Donc c'est, vous voyez bien, une espèce d'écart que l'on produit consciemment ou inconsciemment entre la réalité, le réel, et le CV, qui est un outil de communication. Donc vous voyez que cet écart, alors ce que j'ai pas dit, je réintroduis, c'est que je suis coach, par ailleurs, je tiens à le dire quand même, et je suis aussi en formation de psychologue du travail. Alors vous verrez pourquoi je vous dis ça, c'est parce que quand je parle de conscient et d'inconscient, vous comprenez qu'on est un petit peu là-dedans. Donc quand on écrit un CV et qu'on des fois crée des écarts ou qu'on efface certaines parties parce qu'on n'a pas envie de montrer ça, on est parfois tout à fait conscient de ce que l'on fait, mais des fois on est inconscient de ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'on va avoir une approche, par exemple, qui n'a pas été satisfaisante dans une expérience, on va changer la façon dont on a abordé peut-être le profil, on n'a pas fait tout à fait ces missions-là, etc. Mais ce n'est pas forcément volontaire, c'est-à-dire qu'on va en retenir un certain nombre de choses. Donc en fait, bien mesurer cet écart, c'est l'approche souvent que je propose aux demandeurs d'emploi, c'est de mesurer cet écart entre cette réalité et ce que l'on écrit dans le CV. C'est aussi très important. Pourquoi ? Parce que vous le savez tous, quand vous êtes en situation devant un jury, ça génère du stress. D'accord ? Et quand on a des fois volontairement posé un grand écart entre ce que l'on a réellement fait dans une expérience et ce que l'on écrit dans un CV, on génère encore plus de stress. Alors vous imaginez pourquoi ?
Parce qu'on veut dissimuler. Soyons clairs, on veut ne surtout pas montrer qu'il y a un écart. Et donc ça n'explique pas forcément les raisons pour l'instant de l'écart, on va les expliquer. Mais cette situation et ce constat m'amènent à penser que travailler sur ces écarts est un élément intéressant de l'approche du CV. C'est-à-dire que vous allez, grâce à cela, réduire ce stress devant un jury et vous permettre d'être le plus, je vais utiliser un grand terme, le plus congruent possible, plus aligné possible. C'est-à-dire que même si j'ai eu des expériences pas terribles, pas très intéressantes, ou c'était pas très beau tout ça, enfin voilà, ma mission n'était pas bien passionnante, etc., c'est pas grave, il faut l'assumer. C'est un peu la proposition que je fais aux candidats. Donc mesurer un peu ces écarts, ça peut être des écarts au niveau de l'expérience, au niveau des diplômes, au niveau peut-être de ce que vous percevez du poste et le fait de postuler. Il y a des écarts des fois, hein, donc on est dans des zones d'ombre. Hein, donc on va réajuster un petit peu son CV pour coller au mieux, on va dire, à l'offre d'emploi par exemple. Là, il faut bien mesurer cet écart parce que des fois il est dur à assumer. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein. Je dis bien. Donc on est bien dans des positionnements conscients ou inconscients, hein, c'est intéressant de le mesurer comme ça, et d'avoir une approche la plus cohérente possible par rapport à l'expérience qu'on a eue. Donc vous voyez, à ce stade, on est bien dans cette approche qui est importante de trouver un sens un petit peu à son CV, d'être le plus congruent possible, le plus aligné possible avec son expérience. Ça sous-entend aussi qu'il faut derrière avoir une communication, ce que j'appellerais une communication positive. Alors, on va en reparler tout à l'heure, mais quelles sont une des explications qu'on peut donner aussi à ces écarts que les candidats cultivent, hein. Certains parlent même de mensonges, hein, si vous regardez sur des sites internet, des gens qui affirment avoir un diplôme ne l'ont pas, etc. Y a certains qui parlent de mensonges, clairement, et puis des fois ça va loin. Hein. Alors on ne va pas parler des conséquences juridiques, hein, mais c'est quand même un des effets des zones d'ombre, c'est-à-dire qu'en fait, mentir sur son CV, ça peut être juridiquement embêtant. On peut avoir des risques de ce côté-là, notamment si ça influer énormément sur votre recrutement. Si vous avez été recruté sur un mensonge, vous risquez évidemment, il y a des conséquences, puisqu'après il va falloir prouver que vous avez bien le diplôme, il va falloir que vous prouviez que vous avez bien eu l'expérience, et tout ça est sourçable aujourd'hui. Eh bien, on peut appeler un autre recruteur, une autre entreprise qui vous connaît, qui ci, qui ça. Donc, avoir des écarts, c'est naturel. J'allais dire qu'on est tous concernés. On est tous, et je vous expliquerai que même de l'autre côté, c'est-à-dire du recruteur, hein, entre des fois le profil qui est édité et la réalité, il peut avoir aussi des écarts, des zones d'ombre. Ça, on peut en parler aussi, mais c'est moins répréhensible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le candidat, lui, qui risque plus que l'employeur quand il ment sur son CV. Donc, une des raisons pour lesquelles on va être amené à embellir son CV, c'est parce qu'il faut coller à ce qu'il y a de plus beau, à ce qui est de plus... Alors je peux prendre un exemple, la photo sur un CV. Combien de gens utilisent des filtres, vous voyez? Donc on est dans une forme d'écart, une forme de zone d'ombre. Vous voyez? Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis simplement que c'est un constat. Voilà. Et que ce constat, il faut à un moment ou à un autre l'assumer. Donc ça veut dire aussi qu'on est un peu dans le diktat du marché de l'emploi. Vous voyez bien, il faut être avec les réseaux sociaux, il faut se présenter au mieux, il faut être parfait, il faut avoir la plus belle posture.
il faut se présenter au mieux devant le jury, etc. etc. Donc on est dans une vraie logique de compétition, hein, quand on rentre dans un processus de recrutement. Donc ça sous-entend qu'une des voies possibles, ça va être effectivement de travailler sur ces écarts et des fois de les agrandir en se disant oui, j'ai pas vraiment fait ça, mais je vais quand même le mettre parce que c'est ce qu'on me demande. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est important d'être conscient de ça, de se dire voilà, quelles sont moi mes zones d'ombre dans mon CV, comment j'appréhende ça, et puis derrière de me dire comment je peux faire autrement. Eh bien, le faire autrement, c'est d'assumer des fois le moindre écart. C'est-à-dire de se dire, d'être le plus congruent possible, donc ce que je disais tout à l'heure, hein, de dire, peut-être que je n'ai pas été complètement très performant, on va dire, dans ma dernière expérience, mais c'est pas grave, j'assume ça. Voilà, et comment je peux communiquer positivement là-dessus? Comment je peux dire que j'ai pas mon BTS, mais j'ai suivi les cours, mais je ne me suis pas présenté aux examens, j'ai pas eu le BTS. Comment j'assume cette situation? Et assumer, c'est très porteur dans l'entretien. C'est important, hein? C'est-à-dire que ne pas mentir, je suis désolé, c'est une valeur un peu morale, hein, c'est aussi quelque chose d'important. D'être complètement congruent parce que vous allez évidemment, grâce à cela, être pleinement en accord, on va dire, avec ce que vous avez écrit, avec ce que vous avez affirmé, etc. Donc, pour un recruteur, il est facile de cerner ça. Ou en tous les cas, de cerner qu'il y a des fois des écarts trop importants entre ce qui est écrit dans un CV et la réalité d'un candidat quand il vient se présenter en entretien. Ça se vérifie. Alors, il ne le dira pas comme ça, hein. Moi, je vous le présente comme ça parce que c'est mon approche un peu de futur psy, tout ça. Mais quand même, ça a une valeur intéressante, cette question-là. C'est-à-dire qu'on sait qu'en arrivant en entretien, il y a ce risque d'être, entre guillemets, dévoilé un peu. Donc, arriver en étant le mieux aligné possible vous permet de réduire cette difficulté que vous allez avoir face au recruteur. Y compris dans des situations les plus difficiles. J'ai été licencié, par exemple, je ne veux pas le dire. C'est compliqué des fois. Parce que le sourcing existe, on peut aller voir l'ancien employeur, lui demander comment ça s'est passé, etc. Mais savoir expliquer la situation sans en faire trop, hein, savoir expliquer pourquoi effectivement on en est arrivé à cette situation-là, c'est intéressant. Parce que ça veut dire aussi que vous avez fait un travail sur vous et que vous êtes en mesure de présenter au mieux, on va dire, même cette difficulté quelque part et de l'assumer. Donc la posture du recruteur, lui, ça va être de chercher ça. Je vous dévoile des petites choses là, mais vous en doutez peut-être. Mais ça va être de chercher des écarts, soyons clairs, de voir si ce que vous avez écrit est vrai. De voir si vous êtes en situation ou pas, d'assumer ou pas un futur poste, dans quelles conditions, etc. Et la première condition, c'est la relation de confiance avec la future entreprise. C'est-à-dire que plus vous allez être en confiance, effectivement, avec vous-même, votre parcours, plus vous allez être aligné, plus le recruteur va bien le percevoir et quelque part va mesurer aussi le niveau de confiance que vous pouvez établir avec votre futur employeur. En gros, je ne mens pas, donc je suis quelqu'un de fiable pour l'avenir. Je suis un peu direct, hein, mais je pense que c'est important. Donc, voyez bien, les recruteurs vont être dans ce travail d'investigation, mais c'est quand même intéressant de se rendre compte que c'est décelable. Donc, il y a un risque. Il y a un risque de
grandir ces écarts entre la réalité et le CV. Je vais vous donner quelques exemples qui sont réels, hein, qui font partie des petites choses que l'on peut voir quand on est recruteur, mais ce n'est pas des choses sur lesquelles on doit avoir des difficultés à communiquer. Donc ça ne nécessite pas d'embellir les choses, je le dis clairement. Par exemple, sur l'expérience, vous vous présentez comme une experte, par exemple, dans tel ou tel domaine, chose que vous n'êtes pas. Ça peut être le cas, par exemple. Donc ça, c'est décelable à un entretien. Où vous faites disparaître une expérience que vous jugez, par exemple, trop décalée par rapport au poste sur lequel vous postulez. Alors après, il y a des façons de présenter le CV pour mettre ça en retrait, par exemple, plutôt que le faire disparaître. Les dates, par exemple, sur les dates, vous modifiez la période de travail pour masquer un événement, par exemple, ou une période non travaillée. Vous voyez, il y en a, ils font ça. Ils disent, j'ai travaillé du temps au temps. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a une période de chômage. Alors ça, il ne faut pas faire ça, logiquement, puisque c'est vérifiable. Si vous êtes embauché, vous devrez fournir à un moment des justificatifs. Donc, bon, ça ne donnera jamais lieu à un licenciement, hein, soyons clairs. La justice est claire là-dessus. Hein, c'est-à-dire que si vous mentez, logiquement, ce n'est pas une faute lourde. Mais, en termes de confiance, je vous rappelle, hein, puisque la confiance s'établit aussi sur des actes, en termes de confiance avec votre futur employeur, c'est mal entamé. Vous voyez, si un CV est trop décalé par rapport à une réalité. La qualification, alors ça peut être le diplôme qu'on n'a pas, ou ça peut être le diplôme qu'on ne veut pas faire apparaître. Ça peut être ça aussi. Hein. Parce qu'il y a des gens, ils ne veulent pas mettre certains diplômes pour ne pas faire peur à l'employeur. J'ai une amie psy, par exemple, elle ne veut pas mettre qu'elle est psy. Parce qu'elle ne veut pas que les gens sachent, quand elle rentre dans des organisations, qu'elle est psy. Bon, je dis, bah, c'est pas grave, il faut que tu assumes. Non, non, c'est compliqué, après, ils risquent de croire que... Bon. Voilà, c'est une vision comme une autre. Hein. La qualification, donc ce que je vous disais, la période non travaillée, j'en ai parlé, la succession des contrats, par exemple. Hein, vous voyez, on a les gens qui travaillent en intérim, ou les gens qui ont travaillé de manière très répétitive sur une courte période, par exemple. Bon, ça peut arriver, pour X raisons. Il faut savoir l'expliquer. Communication positive. Hein, je suis vraiment là-dedans. Donc, on voit bien que cette question est quand même une question majeure. C'est-à-dire que quand on postule sur des postes, si on aborde les choses par les zones d'ombre, on résout beaucoup de problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, on affronte le plus dur. Et ça permet, et c'est ce que je propose quand je suis des demandeurs d'emploi, hein, c'est de travailler sur ces questions-là, travailler sur la communication derrière, etc., de façon à être à l'aise devant des jurys derrière. C'est-à-dire qu'on ne va plus parler des choses qui fâchent, enfin, ou qui pourraient vous mettre en stress, mais on va parler de choses plutôt techniques. Voilà, la façon de se présenter, la façon de parler, etc., la communication globalement, la valorisation, la communication positive, mais les zones d'ombre deviendront secondaires. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on n'a pas travaillé dessus. Hein? Vous me suivez un petit peu dans mon cheminement? Si ce n'est pas clair, vous n'hésitez pas à lever la main. Alors tout à l'heure, j'ai commencé à échafauder une autre zone d'ombre qui existe. Hein. C'est ce qu'on peut voir des fois dans les annonces. C'est-à-dire ce que publient les employeurs, hein, un profil de poste, voilà, sur lequel il peut avoir un grand écart des fois avec la réalité. On arrive sur un poste, on se rend compte que ce n'est pas du tout ce que vous aviez perçu. Alors je ne dis pas que c'est la faute de l'employeur. Hein. Quelquefois, on est dans le poste un peu idéal. Quand on présente un profil, c'est un peu le profil de poste idéal. Donc effectivement, cet écart peut exister aussi dans l'autre, chez l'employeur. Voilà, on va présenter un poste idéal et la perception que nous-mêmes, candidats, on peut avoir de ce poste peut être faussée par le truchement du recrutement, par le truchement de notre propre perception. On a lu ça, en fait, ce n'est pas tout à fait ce que voulait dire l'employeur, etc., etc. Donc vous voyez bien que
on est dans des processus de recrutement très subjectifs, contrairement à ce que l'on pense. C'est-à-dire, on se dit, oh là, c'est carré, c'est très... Je vais un peu casser le mythe, mais c'est pas tout à fait ça quand même. Tout ça est un peu subjectif, de la part des candidats, de la part des recruteurs. C'est-à-dire qu'on est dans des grands décalages, des fois, entre ce que l'on écrit et la réalité. Ce qui n'est pas toujours facile à, on va dire, formaliser. Vous pensez bien, quand il y a des forts conflits d'équipe, par exemple, et qu'on doit recruter une assistante supplémentaire ou c'est compliqué d'expliquer dans un profil de poste qu'on souhaite quelqu'un qui va coller un peu les morceaux, redynamiser l'équipe, donner du peps, enfin voilà. C'est un peu, on voit bien, c'est pas formulable ça. Ça peut être dit par contre, et certains employeurs le disent, hein, ce qui est plutôt, je trouve, tout à fait notable, le disent lors des entretiens. Bah écoutez, sachez qu'en ce moment, c'est difficile dans l'équipe, on cherche quelqu'un qui... Tant mieux. Là, on est dans une relation de confiance. On est dans cette idée de réduire les écarts. Mais il faut toujours se méfier du poste idéal. Alors, comme le font les recruteurs sur un CV, où on va aller chercher les zones d'ombre, les candidats ont le droit d'aller chercher aussi les zones d'ombre et de lire entre les lignes sur une offre. C'est-à-dire ce qui est affirmé dans l'offre, il faut bien le comprendre, il faut bien le traduire, il faut bien l'interpréter. Et la deuxième étape, ce que je propose souvent aux candidats, c'est de comprendre sur quoi ils postulent. Qu'est-ce qui n'est pas écrit clairement dans l'annonce? Qu'est-ce qui n'est pas écrit clairement dans le profil de poste que l'on peut quand même déduire à travers les informations qui sont posées, qui sont dites, etc. Donc c'est quand même intéressant d'avoir cet œil-là. Alors je finirai là-dessus, parce que vous voyez bien qu'il y a une forme de symétrie dans les zones d'ombre entre le CV, la réalité, le profil de poste, la réalité. Donc ce qui est intéressant derrière, c'est de trouver un champ commun et de moins creuser les écarts possibles, d'être le plus congruent et communicant possible. Je conclurai là-dessus. Ce que je vous propose, si vous avez quelques questions, je ne sais pas quelle heure il est, je n'ai pas tourné mes diapos, mais ça 5 minutes. Bon, on a 5 minutes pour échanger si vous souhaitez. Est-ce que certains ont des questions? Est-ce que ça réveille des choses où je vous ai un peu bousculé, peut-être? Je ne sais pas. Est-ce que ça vous questionne? Alors, allons-y. Je vais vous... Alors, moi, je suis d'accord sur la dernière partie, aller chercher les zones d'ombre dans le poste, et d'ailleurs pas que l'annonce. Moi, j'ai tendance à faire pas mal de recherches avant mon entretien, et par exemple, une fois, j'ai tombé sur un article de presse qui critiquait un projet de fusion, etc., et qui concernait les entreprises. Et là, en avoir parlé en entretien, on m'a dit « Ah oui, vous avez suivi l'actualité, effectivement, c'est tout à fait juste, etc. » D'ailleurs, je suis arrivée deuxième sur, je n'ai pas eu le poste, mais je suis quand même arrivée deuxième et je pense en partie grâce à ça. Mais par contre, l'autre partie sur ne pas mentir, etc., je pense qu'on en passe sur les CV, mais c'est plus arranger les choses, justement. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Oui, mais sur la période de chômage, à mettre dedans, pas être hyper précis sur les dates. Moi, je le fais parce que sinon, voilà, on n'a pas un mois de chômage entre deux périodes de poste et je trouve que sinon les personnes vont causer le chômage et au contraire j'ai l'impression que les femmes elles ont plutôt tendance déjà à se rabaisser beaucoup, enfin moi c'est aussi mon cas d'ailleurs, autant qu'on essaie de quand même, je pense que c'est plus arranger la réalité. Donc si vous aviez une question justement autour de ça, ça serait quoi? Dans ce cas-là, vous dites que pour vous c'est mentir de mettre de pas expliciter clairement les moments de chômage, d'enchaînement de postes, etc. Mais qu'est-ce que vous préconisez? Oui. Parce que vous avez parlé de communication positive, mais ça c'est à l'oral pendant l'entretien, mais à l'écrit, qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est ce que j'ai bien expliqué. Alors peut-être que mon cheminement n'est pas clair, mais c'est que en fait, c'est d'avoir un écart qui soit supportable. C'est ça que je dis en fait. Hein.
C'est-à-dire que cet écart, il existe, soyons clairs. Il n'y a pas d'histoire, quand je dis mentir, je le mets bien entre guillemets. C'est pas une question morale, c'est une question en fait plus psychologique. C'est qu'est-ce que je suis prêt à assumer dans cet écart? Quand j'arrive devant l'employeur, est-ce que cet écart en fait génère chez moi plus ou moins de stress supplémentaire? Parce que déjà dans les conditions de l'entretien, vous savez bien que c'est pas si simple. Donc est-ce que ça génère du stress supplémentaire? Et est-ce que des fois il faut mieux pas travailler sur une communication positive pour éviter de se retrouver à, je dirais, trop embellir, et puis prendre une voix qui soit un peu compliquée, parce qu'après, il faut créer de la cohérence autour de cette nouvelle voix, vous voyez bien. Si ce n'est pas tout à fait l'expérience que vous avez eue, s'il y a trop d'écart avec la réalité, il faut réinventer une réalité. C'est compliqué derrière, hein. Moi, je vous dis, je ne dis rien de moral. Quand j'ai dit justement que c'était moral de dire mentir, moi, je ne dis rien là-dessus. Je dis simplement qu'il faut savoir assumer derrière ça. Et ce n'est pas si simple. Je rebondis sur Alors, il y avait juste une personne avant. Allez-y. Moi, je viens de sortir d'un atelier tout à l'heure de la PEC, justement sur le CV. Donc, la conseillère nous disait qu'il n'y avait pas forcément besoin de le mettre, voyez. Donc, ça, c'est pas mentir, finalement. Non. Donc, mais on peut regrouper aussi des expériences, par exemple, ne pas forcément mettre de telle à telle date précisément, parce que, bon, ben voilà, à un moment donné, vous savez, notre CV, il ne fait pas une page, 2 pages, mais il va faire 4 pages, par exemple. Alors, c'est pas faux. On est d'accord, si effectivement il y a des périodes qui permettent d'englober un certain nombre de choses, pourquoi pas? Il n'y a rien de faux là-dedans. Seulement, on vous demandera des précisions. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, ça sera en entretien, tout à fait. Ou quelquefois, à la présélection des CV, le recruteur, il va regarder ça. S'il y a un melting pot de choses, il va se dire, là, ça demande quand même un certain nombre de précisions. Le principal, c'est quand même se faire recruter. Vous voyez, déjà, le CV Oui. est présent, mais dans l'ensemble. On est d'accord. On est d'accord. Parce que quand vous dites certaines zones d'ombre, en fait, il ne faut pas justement le mettre, c'est aussi, en fait, si on le met parfois, c'est aussi se donner peut-être aussi le bâton pour se faire battre. Non, mais après, les zones de non-travail, enfin ces moments de non-travail, vous pouvez ne valoriser que les moments de travail. C'est facilement déductible après, avec les différentes dates, de comprendre que de telle date à telle date, vous n'avez pas travaillé. C'est évident. Donc, il n'y a rien besoin de mettre en évidence. Là, si vous n'avez pas envie de mettre les périodes non travaillées, vous ne mettez pas les périodes non travaillées. D'ailleurs, c'est peut-être mieux. Après, si pendant votre période de non-travail, vous avez travaillé sur la création d'une entreprise, vous avez été formé, etc., peut-être intéressant de le mettre. Vous voyez, bon, ça dépend quelle approche vous voulez avoir. Et puis l'objectif recherché. Il y avait une autre question. Ça rejoint un petit peu ce qui m'a été des propos précédents, c'est comment valoriser une période non travaillée. C'est ça ma question. En fait, c'est vrai. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, tous les cas s'étudient. Voilà, c'est vraiment en fonction de votre situation. C'est-à-dire, c'est exactement la réponse que je viens de donner. Hein. Si vous avez fait certaines formations pendant cette période, si vous avez été en contact avec des associations, des organisations, si vous avez fait ci, on n'est jamais inactif. Vous voyez bien, c'est le décalage entre l'activité salariée et l'activité tout court. Quand on est en période de chômage, on est en activité. Soyons clairs. Donc, ce serait presque la conclusion de notre... Donc, sachez valoriser ça. Je vous remercie en tous les cas et désolé, mais le temps... voilà. Bon courage pour la suite.